Les paysages, la superficie et la composition des massifs forestiers ont fortement fluctué au fil des 250 dernières années. Mais aujourd'hui, plus que jamais, le secteur de la forêt est au cœur d'enjeux cruciaux. Changement climatique, perte de biodiversité, nécessité de revaloriser un bois local de qualité. Tout cela amène un nombre accru de gestionnaires forestiers à renouer avec des pratiques de gestion plus respectueuses des sols et des écosystèmes forestiers. Thierry Kervin est attaché qualifié au département de l'étude du milieu naturel et agricole du service public de Wallonie. Il vient nous parler de l'évolution de ces paysages forestiers d'hier et d'aujourd'hui. Bonjour à tous. Je suis vraiment content d'embrayer avec un petit problème énergétique parce qu'on voit que c'est un enjeu crucial pour l'instant, l'énergie. Au niveau des forêts wallonnes, je vais revenir à faire un petit récapitulatif, mais très bref et donc forcément simpliste de l'évolution des forêts depuis même les dernières glaciations. Faire un zoom sur ce qui s'est passé plus récemment parce que les choses commencent à être beaucoup plus versatiles et mouvantes dès le XVIIIe siècle. Et tout ça va nous montrer à quel point nos forêts, qu'on pense les refuges de la stabilité dans le temps, dans nos paysages, peuvent malgré tout bouger, et ce que ça implique au niveau biodiversité, ce que ça implique à plein d'autres niveaux aussi. Donc voilà le plan de notre exposé juste avant la pause. Alors si on revient 20 000 ans en arrière, eh bien la forêt, on n'en parle même pas, on était juste au dernier maximum glaciaire. La Wallonie était située dans la toundra, donc presque patelinieux. Et finalement, c'est par le réchauffement post-glaciaire que les végétaux et les animaux, mais donc ici l'exemple du hêtre, le hêtre va recoloniser le paysage à travers toute l'Europe au départ des refuges glaciaires. Et ce qu'on sait, en particulier grâce à la génétique aussi, c'est que le hêtre revient par chez nous par le refuge glaciaire des Balkans. Les populations de hêtres qui se trouvaient en Italie n'ont pas réussi à franchir les Alpes, et au niveau de la péninsule ibérique, il y avait très peu de hêtres disponibles pour recoloniser nos territoires après la glaciation. Et ce mouvement à travers l'Europe, eh bien, il est justement assez similaire avec les premiers agriculteurs qui vont rejoindre nos territoires. Et les premiers agriculteurs qu'on va retrouver chez nous et qui vont adapter déjà un peu les paysages, ce sont la population dite des rubanais, parce qu'ils réalisaient des poteries avec un motif régulier sous forme de ruban. Et cette civilisation a finalement été la première à ouvrir les premières forêts qui sans doute étaient très différentes des nôtres à l'époque. Mais toujours est-il qu'il y a eu sans doute plus d'essences héliophiles par leur présence. C'était une agriculture évidemment extrêmement extensive, style slash and burns, comme on dit en anglais, mais de culture sur brûlis. Et dans une petite capsule temporelle qu'ils nous ont laissée, on a retrouvé ici en SB des fragments de poterie qui témoignent de l'usage qu'avaient ces premiers agriculteurs de la forêt, puisque évidemment il fallait cuire cette poterie, il fallait du bois. Et encore plus subtil, on retrouve l'usage de bois de façon tout à fait particulière, sous forme de colle qui a été utilisé à l'époque pour réparer la poterie. Et donc ces populations ont utilisé de l'écorce de bouleau chauffée qui produit une résine qu'on appelle le brai de bouleau, qui a permis de recoller ces morceaux-là, et ça tient toujours, quoi. On se dit, waouh, 5000 ans après, c'est quand même pas mal, quoi. Ils savaient y faire avec la forêt aussi. Alors, de fil en aiguille, on arrive à la période romaine, le défrichement s'intensifie. Le plus bel exemple d'illustration qui nous en reste, c'est la moissonneuse des Trévires. La densité des chaussées romaines aussi facilite l'implantation de cette agriculture, surtout dans les plaques limoneuses, comme on l'a déjà dit tout à l'heure.
Et ce qu'il est intéressant encore de montrer, c'est qu'actuellement, on garde toujours dans nos sols les traces irréversibles de l'activité agricole, donc même plusieurs millénaires plus tard. Il y a un très bel exemple à Nancy d'une exploitation agricole qui date de l'époque romaine, où la zone a ensuite été complètement reboisée, et de façon ininterrompue jusqu'à maintenant. Et ce que nous en disent les archéologistes, eh bien, c'est qu'on peut retrouver dans cette forêt qui paraît tout à fait homogène les traces du micro-relief qui montrent les terrasses de culture à l'époque, mais aussi quand on mesure la composition chimique des sols, on parvient encore plus d'un ou deux millénaires plus tard à différencier l'usage de ces sols, notamment par leur composition en phosphore. Donc, c'est vous dire à quel point les sols restent empreints de nos activités antérieures. Plus tard, l'appauvrissement de la forêt se continue, surtout à la période médiévale, en raison des droits d'usage qui prévalaient, jusqu'à la peste noire, où la population évidemment humaine diminue malheureusement. Mais ce n'est que provisoire, la densité de population réaugmente et donc les besoins en bois, en charbon de bois pour toutes les activités de construction, de marine, de métallurgie pré-industrielle, pour la verrerie, etc., vont solliciter la forêt de façon très importante. On a la chance de disposer en Belgique d'un cliché de l'occupation des sols au XVIIIe siècle, cette fameuse carte de Ferraris que vous connaissez sans doute, qui est disponible sur le géoportail aussi, et qui nous montre, si on prend un exemple, de l'autre côté de la Meuse, ici en illustrant la forêt de la Basse-Marlagne, on est à 2 km d'ici, on a sur cette zone une couverture forestière continue en rive gauche de la Meuse et des zones déjà bâties évidemment en bord de cours d'eau. Un siècle plus tard, on observe, comme cela a déjà été longtemps évoqué ce matin, une prédominance de l'activité agricole qui supprime une partie de la forêt et dans le bâti qui se développe de plus en plus jusqu'à maintenant où, ici vous voyez la photo aérienne de cette année, la portion forestière de ce territoire est devenue beaucoup plus restreinte, c'est fragmenté et on a l'impression que même si la forêt peut parfois être considérée comme un refuge pour la biodiversité, eh bien ce refuge lui-même je ne vais pas dire se craquelle, mais en tout cas se fragmente. Alors, sur la même zone, si on enlève tous les éléments au-dessus du sol, on peut avoir une image du relief du sol, ici par le LIDAR, donc c'est ce qu'on appelle le modèle numérique de terrain. Et une des curiosités que cette technologie tout à fait récente de lecture du paysage a permis, c'est de pointer certaines traces encore de l'activité antérieure dans les paysages. En faisant un peu de télédétection ou photo-interprétation, on peut retrouver certains petits anneaux comme ça en forêt dispersés de façon très régulière et on remarque que ces configurations-là se retrouvent mais vraiment dans presque toutes les forêts de Wallonie. Et en fait, on a là, sous les yeux, des plateformes où, jusqu'au XIXe siècle, les charbonniers produisaient leur charbon de bois, ce qu'on appelle les aires de Fault. Voilà, c'est ce genre de petits témoignages du passé qui peut rester conservé grâce aux forêts où les sols n'ont pas été modifiés par une activité agricole de labour ou autre. Et donc, finalement, nos forêts, non seulement conservent une part de biodiversité importante, mais transmettent aussi des éléments de vestiges archéologiques et des pratiques du passé. Alors, au XIXe siècle, tout s'emballe, comme on l'a déjà vu au niveau des modifications des paysages.
Le 19e siècle avait très mal commencé pour nos forêts, puisque toutes les forêts domaniales avaient été mises en vente et vendues, quasiment toutes. Et ce qui va sauver la forêt, c'est vraiment l'arrêt de cette activité charbonnière qui représentait une pression gigantesque sur les forêts. Et plus tard sera constituée aussi les structures qu'on connaît encore actuellement qui accompagnent la gestion forestière telle qu'on la connaît, donc le service des eaux et forêts, le département nature et forêt, la Société royale forestière ou le Conseil supérieur des forêts. Tout ceci va permettre vraiment la reconstitution de la superficie de la forêt qui avait été extrêmement réduite, comme on l'a vu ici sur cette portion du territoire. Alors, on a pu tracer comment a évolué ce paysage sur ce territoire, et pas seulement là. Et donc, au niveau cartographique, on a pu tracer les endroits où la forêt, grâce aux informations contenues dans les cartes anciennes, où la forêt s'est maintenue au fil des 250 dernières années. Et c'est ce qu'on appelle la forêt ancienne subnaturelle. Donc c'est ce qui ressemble le plus à ce qu'on conçoit être une forêt naturelle, mais qui a été très fortement impactée par l'activité humaine. Et on distingue de cette forêt ce qui a été planté en résineux, donc transformation résineuse, ou alors des boisements qui sont venus de façon ultérieure à partir de terres agricoles, et donc qui sont considérés comme des boisements récents. Cet exercice il a été mené à l'échelle de toute la Wallonie, pour toutes les portions de forêt qu'on a chez nous, et ça nous donne cette image où on voit en vert foncé vraiment les forêts qui ont traversé les siècles, avec en bleu foncé aussi ces forêts qui ont traversé les siècles mais en subissant une transformation résineuse, et puis en ton pastel des boisements plus récents. Et on voit par exemple que dans le Condroz, eh bien, il y a beaucoup de boisements récents où que les forêts ont beaucoup bougé. Et donc les forêts qu'on a actuellement n'ont pas spécialement un passé de multiséculaire. Si on retrace ça comme un flux au fil du temps, eh bien, au départ de la carte de Ferraris, on sait qu'on avait sur notre territoire environ 433 000 hectares de forêt, toutes feuillues à éventuellement quelques résineux, style if, genévrier, et peut-être du pin sylvestre aussi, mais en portions très très faibles. 19e siècle, ça se passe très mal pour les forêts. Il y a, avec la pression notamment de l'activité charbonnière en forêt et le déploiement de l'agriculture, une grande partie de la forêt est déboisée et restera ouverte, complètement agricole. Et il y a quand même déjà les prémices aussi de boisement qui apparaissent. Au XXe siècle, les éléments les plus marquants, c'est la transformation résineuse des forêts anciennes. Pour plus de 100 000 hectares vont basculer en résineux. Et à côté de ça, viennent s'ajouter de nouvelles superficies boisées, de boisements feuillus, de boisements résineux, surtout en Ardennes. Ce qui fait qu'actuellement, on a une plus grande superficie forestière qu'au XVIIIe siècle, mais on voit que sa composition s'est fortement transformée. Et un élément très important, c'est d'identifier vraiment où se trouvent les forêts anciennes subnaturelles, parce que c'est a priori dans ces forêts-là qu'on a les espèces et les cortèges forestiers les plus typiques qui ont pu se maintenir. Alors, les éléments les plus visibles de ces espèces vraiment intimement liées à la forêt, eh bien, ce sont les fleurs printanières telles que les jonquilles, l'anémone sylvie ou les jacinthes ou l'ail des ours que vous connaissez. Ces plantes-là ne savent pas spontanément se déplacer parce qu'elles ne sont ni emportées par... Les graines ne sont pas emportées par le vent, les graines ne sont pas emportées par les animaux. Donc au mieux, la graine tombe 5-10 cm du pied mère, et d'année en année, les déplacements sont très très faibles. Et les botanistes qui ont étudié cette question de dispersion de ces plantes à bulbes considèrent qu'on est de l'ordre d'une dispersion de quelques mètres ou quelques dizaines de mètres par siècle. Et donc, lorsqu'une forêt est déboisée et que malgré tout, plus tard, on revient à y remettre de la forêt,
ces plantes-là ne réaccompagnent pas la réimplantation des arbres. Et donc, par la versatilité de l'activité humaine, on peut perdre des pans entiers de biodiversité forestière, tels que ces plantes-là. Un autre élément super important des forêts anciennes subnaturelles, c'est leur enracinement, puisqu'évidemment, durant des siècles, les racines ont fouillé toutes les failles dans le sol et dans le sous-sol pour aller chercher l'eau et les éléments nutritifs. Cet enracinement est beaucoup plus profond qu'en boisement récent et donc permet aux arbres d'accéder à davantage de ressources phréatiques, ce qui expose moins les radicelles aux épisodes de sécheresse. Un autre élément important, évidemment, c'est que les forêts anciennes ont mieux conservé leur qualité physique, enfin, les sols des forêts anciennes ont mieux conservé leur qualité physique en termes de structure et de porosité, et leur biodiversité aussi est beaucoup mieux maintenue. Or, on sait que ce sont des caractéristiques cruciales pour le recyclage des éléments minéraux et le stockage de l'eau, et ces deux éléments-là sont vraiment des piliers de la fertilité des sols forestiers. Donc, ici, je vous présente l'illustration de l'intérêt de la symbiose des champignons et des arbres au niveau des rhizomes, qui permet vraiment une mutualisation de l'exploitation du sol entre le champignon qui partage l'eau et les éléments minéraux aux racines des arbres et les arbres qui partagent leur matière organique utile aux champignons. Voilà, tous ces éléments de mieux en mieux connus par les scientifiques amènent à vraiment prendre une considération particulière au niveau de ces forêts qui ont traversé les siècles et qui, en accompagnant nos activités sous des formes très variées. Et il est important, puisqu'on est vraiment dans une perspective de se définir vers où on veut aller, d'identifier les modes de gestion durable. Et à cet égard-là, bien, le Code forestier nous guide en disant aussi qu'il faut prendre en compte ces forêts historiques dans les aménagements forestiers. Et c'est un élément aussi qui est vraiment pointé, mis en avant par la certification forestière, PEFC ou FSC, qui garantit au consommateur de bois que le morceau de bois qu'il a en main a bénéficié d'une gestion durable et n'est pas quelque chose qui provient d'une exploitation illégale ou dommageable de l'environnement. Voilà donc quelques pistes aussi. Mais on va continuer d'en parler durant cette pause. Alors, un tout grand merci pour votre attention. Merci.